Et c'est pas simple de revenir sur le plateau après Navicom. Là, les allées sont bondées. Et puis on va réaliser un petit tuto, comme on l'a fait tout à l'heure avec la truite et Eric et Gaël. Donc Stéphane est revenu avec un de nos experts effectivement sur le black bass, puisque nous allons parler black bass. Notre ami JC David est dans les allées un peu paumé, doit arriver aussi comme expert. Ça va pas être simple. On a un black bass ici même sur ce plateau, un magnifique black bass. Un beau spécimen. Un beau spécimen, bien sûr. Donc, quand on parle de spécimen black bass, je vais avoir affaire directement à Romain, qui a guidé quand même pendant une dizaine d'années. Tu pourras juste mettre ton micro comme ça, Romain. Une dizaine d'années en Espagne. Donc, le black bass en Espagne, c'est un poisson quand même courant, allons-nous dire. Et puis, tu es revenu en France, là, et tu t'en profites d'ailleurs pour venir nous voir en expert. Stéphane t'a rencontré, a dit, bon, allez, j'ai des experts black. On va parler technique et puis on a aussi des questions qui ont été posées comme à chaque tuto du pêcheur.com par des gens qui suivent pêcheur.com tout simplement. Alors, une question, la première. À quel moment, j'y vais direct, ça va être de la technique, non, c'est de la saisonnalité. Keiko Fishing Area, à quel moment sont-ils les plus mordeurs, ces black bass, dans la saison? Alors je dirais en premier temps, il faudrait déjà différencier deux périodes de la saison. Approche bien le micro. Voilà. Pardon, deux périodes de la saison. C'est-à-dire qu'il va y avoir une entrée de saison où les poissons sont peu nombreux, mais avec des tailles plutôt importantes. Et dès qu'on va rentrer dans la période un peu plus chaude, le nombre de poissons va vraiment augmenter en termes de quantité, pardon. Mais là, la taille va quand même diminuer. La taille moyenne des poissons prises va diminuer fortement. Plus on aura de poissons présents sur les postes, plus on aura de touches, mais très souvent la taille va diminuer. Il est allumé. Sur les périodes chaudes. On retrouve après, à l'entrée de l'hiver, dès que les eaux commencent à se refroidir, un inversement, c'est-à-dire que les gros poissons vont se remettre sur les postes présents et la diminution des petits poissons qui vont se rassembler, eux, pour la période hivernale, on va avoir beaucoup moins de chances de les toucher. Voilà, donc et moi avec le brin d'humour que je vais mettre, c'est pas au mois d'avril en France qu'il fait bon à pêcher le black bass, tout simplement. Donc comme l'on peut voir, comme on a pu le constater pendant des années, on avait des black bass qui arrivaient puis ils disparaissaient chaque année parce que effectivement au mois d'avril ils mordent bien en vers de terre dans des petits ronds comme ça que l'on voit au bord de l'eau. Donc ça on évite puisque j'aime pas ça. Et puis moi j'ai vu chez moi disparaître tous ces blacks. Mais il y a des biotopes où le black bass vit. Tu pêches sur quel secteur, toi? Tu as eu du mal à nous. T'as vu dans les allées? Ouais, je suis désolé, il y a eu un petit manque de communication. Et puis dans les allées? Et voilà, c'était difficile de venir jusqu'ici, mais merci de me recevoir sur le plateau. Je suis très heureux d'être là. Alors, bonjour à tout le monde. Présente-toi. Alors, je m'appelle Jean-Christophe David, je suis originaire de l'île de Groix, mais en ce moment j'habite en Gironde. Et j'ai passé 5 ans aux États-Unis, j'ai enseigné là-bas, mais j'ai pêché le black bass entre 200 et 250 jours par an pendant 5 ans. Je suis allé là-bas pour ça, pour découvrir le pays et puis m'imprégner de cette culture basse américaine. Voilà pourquoi on a des experts ici même sur ce plateau. Stéphane a pu dégoter ses experts, nous les extraire de leur milieu pour nous les amener sur ce plateau. Alors toi, tu vois, il y a des questions qui tombent à la fois par le biais des internautes, et puis il y a des questions des fois que l'on pose en plus pour les rassurer. On va parler du biotope. Est-ce qu'il y a un biotope idéal pour la reproduction du black bass? Est-ce que c'est spécifique? Puisqu'on veut en introduire un peu partout, nous, en France, mais est-ce qu'il y a un biotope spécifique? La question serait pourquoi il n'y a pas plus de black bass en France, ouais, alors que ça. tout le monde aimerait pêcher le black bass. Voilà, c'est résumé la question posée. Oui. Alors il y a une vraie question politique derrière ça. Je pense qu'il y a aussi une volonté de ne pas toujours introduire du black bass parce que ça a été considéré comme une espèce invasive qui n'était pas... alors je vais me faire taper sur les doigts par les scientifiques, soit autochtone ou endémique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les mots précis, moi aussi, mais là, voilà. Bref. Et puis, je pense qu'il a été aussi délaissé pendant un petit moment. Il y en a eu à la fin des années 1800 qui ont été introduits. Ensuite, ça a été réintroduit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale par les Américains, avec tout le fourrage qui allait avec, notamment les écrevisses de Louisiane. Et on a souvent vécu sur les populations qui étaient présentes en France en cherchant à protéger ce qu'on avait, sans forcément à tenter de renforcer la population. Je sais
là, en ce moment, sur le sud-ouest, il y a plusieurs, depuis 4-5 ans, notamment avec France Basse Nation, ou ce que sont en train de faire la nouvelle association, la Don't Drop the Bass, avec Abu Garcia notamment, où il y a des empoisonnements massifs qui sont faits. Sur le lac notamment de Biscarrosse, Parentis. Quand je dis massif, c'est pas, on va pas mettre 30 kilos par-ci, 30 kilos par-là. On y va à coup de 500-600 kilos par an et on soutient l'effort d'empoisonnement pour que la population soit bien étagée, pour que les poissons puissent se reproduire et vraiment coloniser l'habitat. Voilà. Donc l'idée, c'est de développer la population de black bass pour l'haliotisme, pour le pêcheur, pour que les jeunes et moins jeunes puissent se faire plaisir et avoir de la touche, parce que c'est un poisson de sport qui est fabuleux. On peut pêcher le bass toute l'année, avec différentes techniques, mais toute l'année, il est mordeur. Toute l'année, il est mordeur, mais on va quand même rebondir sur ce que disait Fred, c'est qu'on va éviter de le pêcher pendant la repro. En période déjà. En France, dans le domaine public, la question ne se pose pas puisque c'est fermé, mais pendant la période de reproduction, on va tenter on va faire en sorte de le laisser tranquille pour qu'il puisse se reproduire. Est-ce qu'il y a une souche préférée? Est-ce que c'est une souche canadienne, une souche de Floride qui serait à privilégier parmi nos black bass qui arriveraient, qu'on pourrait introduire? Alors, on parle souvent de ça. Le black bass qu'on a en France, c'est le largemouth bass, c'est Northern largemouth bass, qui est plutôt sur le nord des États-Unis. Donc, c'est le black bass à grande bouche. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on peut voir que dans certains biotopes, notamment dans le sud-ouest, j'en ai même vu en Bretagne, dans les eaux un petit peu couleur thé, là, où il y a de la tourbe, on a l'impression que la souche, il y a une part de Florida bass dedans. C'est assez intéressant. Mais c'est sûr que sur toutes les zones, alors là encore, je vais me faire taper sur les doigts, hein, mais toutes les zones à barbeau, toutes les zones à barbeau ou les grandes rivières qui sont un petit peu mortes, et ben le black bass à petite bouche, le smallies comme les gens l'appellent, ça exploserait et ça coloniserait la rivière. Il y aurait énormément de poissons à prendre. Ce serait une pêche fabuleuse parce que c'est un poisson extraordinaire. Mais ça, ce serait particulièrement adapté à tous ces biotopes-là. Là, une question, c'est pour Romain. En Espagne, est-il le black bass originel ou est-il introduit en Espagne? Puisque tu es en Espagne, est-ce que tu sais... En Espagne, le processus d'intégration du black bass a été à peu près le même qu'en France. Hein. Ça a été introduit au fil du temps. Après, il a découvert des grands lacs de barrage très propices à sa reproduction et où il a pu vraiment se développer. Après, on a pu noter ces dernières années notamment avec une évolution des autres poissons carnassiers sur les lacs, notamment le brochet. Il est vrai que sur les lacs d'Estrémadour, pour prendre cet exemple-là, les populations de brochets ont un peu diminué pour diverses raisons et on a pu voir la population de black réexploser. Il y a vraiment eu, plus maintenant, une introduction des cendres. Ça modifie totalement le comportement des poissons, mais les poissons arrivent quand même à trouver leur équilibre entre eux. Pour ceux qui veulent se mettre au bass, quels sont les 3 leurres à avoir obligatoirement? 3 types de leurres. Waouh. Ah oui. Allez, on attaque le dur. Type de leurre. 3 types de leurres. 3 types de leurres. Donc, un swamp? Non, absolument pas. Ce qui va être le plus facile à utiliser et qui va te permettre d'attraper des poissons dans tout type de milieu toute l'année, un jig. Un jig avec en trailer un trailer qu'on va faire évoluer en fonction de la clarté de l'eau ou de la température de l'eau. Mais si on met une écrevisse, on sait que voilà, si on veut pas trop se faire des nœuds au cerveau, on met une écrevisse, c'est bon. Un jig en 3/8 ou 1/2, donc 10 grammes ou 14 grammes. Ensuite, en tresse ou en nylon? Excuse-moi, en tresse ou en nylon? En fluoro. Fluorocarbone en 35-40 centièmes, quelque chose. Là, on n'est pas là pour finasser parce qu'on va aller chercher les poissons dans les obstacles. Donc, on est obligé d'être autoritaire et faut éviter de casser. Ça sert à rien de se dire. Il y a vraiment une idée fausse en France, c'est qu'on se dit plus on pêche fin, mieux on pêche, meilleur le pêcheur est. Plus on est discret, oui. Voilà. Et ça, il faut vraiment
il faut vraiment faire attention à la technique qu'on utilise. Oui, si j'utilise le ciel est parfaitement bleu, il n'y a pas de vent, l'eau est très claire et que les poissons sont peu mordeurs, effectivement, je vais avoir besoin de réduire ma taille de fil et d'être le plus discret possible. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. On est là pour bûcheronner, aller chercher le poisson dans les obstacles, au cœur de là où il est. Donc, il faut pouvoir le sortir en force et être autoritaire. Deuxième type de leurre à avoir, qui va permettre, pareil, de pêcher aussi bien les herbiers, les bois, la pleine eau et faire évoluer ton leurre dans la colonne d'eau, c'est un spinnerbait. Très facile, on lance, on ramène, on varie sa récupération au moulinet. Voilà, donc ça c'est pareil, toute l'année on attrape du poisson au spinnerbait, aussi bien du black bass que le reste d'ailleurs. Et spinner, 1 ou 2 palettes? Alors, en fait c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 palettes, donc des palettes dites feuilles de saule, willow leaf en anglais, qui sont plus allongées. Donc ces palettes-là, elles vont permettre d'envoyer beaucoup de flash dans l'eau et en même temps, ça va nous permettre de récupérer le spinnerbait plus rapidement. Donc si on veut du rythme et si on veut profiter de la luminosité pour envoyer des flashs, pour essayer d'imiter des petits poissons, on va avoir tendance à utiliser des spinnerbaits avec des palettes allongées. À l'inverse, si on veut plus de vibrations parce que l'eau est très sombre, très, très chargée et que du coup le poisson va repérer le leurre grâce à sa ligne latérale, on va utiliser un spinnerbait avec une seule palette et souvent une palette beaucoup plus ronde, type Colorado ou Indiana, qui va émettre beaucoup de signal dans l'eau que le poisson va capter et du coup il aura plus de facilité à traquer le leurre. Spinner avec trailer, avec agrafe? Oh là, surtout sans agrafe. Je sais que c'est un côté pratique, mais un spinnerbait, il faut que tout le monde, là, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, mettez-vous ça dans la tête, un spinnerbait, ça se noue. On ne met jamais d'agrafe, ça n'a jamais été fait pour mettre une agrafe. Je sais qu'il y a un côté pratique en France parce qu'on a souvent ce sempiternel là, 13 fluoro qui revient, mais ça, encore une fois, c'est surutilisé et c'est important on noue son spinnerbait, toujours. Romain, en Espagne, quelle leurre utilisais-tu principalement avec les clients? Il y a des leurres que tu devais utiliser avec des clients principalement, plus que d'autres. On utilisait énormément des pêches finesses sur à peu près toute l'année. Maintenant, bien sûr, sur la période hivernale, c'est vrai que ce qui ressortait beaucoup, c'était le jig monté avec un trailer. C'était indéniable. Et une bonne partie de l'année aussi avec des leurres de surface de type stickbait, donc de petite taille, très souvent. Ou alors avec des buzzers, des buzzbaits. En Espagne, ils appellent ça les buzzers. Et sur les périodes, surtout sur le coup du soir, et dès que les petits poissons commençaient à ne plus mordre, en pêchant au buzzer sur la période du coup du soir, on arrivait à refaire des jolis poissons même en plein été, alors que c'était assez dur de faire les poissons de jolie taille. Et du coup, je vais juste rebondir sur ce qu'il dit, parce que et c'est assez vrai pour tous les poissons. Des fois, on a trop tendance à vouloir donner à manger au poisson. On a trop tendance à vouloir le faire mordre pour que lui s'alimente. Or, le temps, la fenêtre dans la journée où le poisson a réellement faim et mange par nécessité, elle est très courte. Faut jamais, on occulte trop souvent le côté territorial du poisson et le côté agressif du poisson. Et donc, il parle de buzzbait. Au-delà du bruit, c'est le leurre qui passe au-dessus de la tête du poisson. Il le voit, il a vraiment une fraction de seconde pour réfléchir et l'attraper. Donc, il y a énormément de leurres qui permettent juste d'aller énerver le poisson, un petit peu comme si une mouche vient se poser sur votre tête. Là. Au bout d'un moment, ça vous énerve, vous allez mettre la patte dessus, la main dessus. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ça? Là, il y a un... Bon, je peux vous aider aussi, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ça? Est-ce que c'est nécessaire de lâcher des black bass alors que les silures vont les bouffer? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je ne sais pas, on va répondre à Stéphane. Hein. C'est pas toi. C'est pas moi. Mais on va... Bon. Toi qui avais été en Espagne, tu as pu constater que sur le milieu, il y a à la fois des silures, à la fois des cendres, à la fois des black bass, à la fois... Enfin, est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Mais bref, parce que ça peut être très long. Mais... La chose la plus importante quand même, c'est d'avoir des biotopes qui sont capables d'accepter une certaine masse de poissons. Si les biotopes sont capables d'accepter, tous les poissons peuvent vivre ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'endroits où
qui le démontrent. Énormément d'espèces différentes carnassières qui peuvent vivre ensemble. Maintenant, sur des tout petites surfaces d'eau, bien sûr, si vous commencez à mettre à peu près toutes les espèces carnassières, il y en a une qui va dominer, c'est obligatoire. De là à dire lâcher des black bass c'est inutile parce que les silures vont les manger, il faudrait aussi arrêter un peu de mettre tout sur le dos du silure. Je veux bien vous aider aussi là-dessus. Parce que les silures, s'ils vivent avant, ils n'ont pas besoin des black bass pour vivre après. Donc ils ont aussi une autre manne de nourriture. Donc ils ne vont pas se jeter sur les black bass parce qu'on vient d'essayer d'introduire des black bass dans un milieu. Et d'ailleurs, quel est le prédateur du black bass? Le pêcheur. Est-ce qu'il y a un prédateur autre que lui? C'est ce que j'allais dire. Déjà, lui-même, c'est un très bon prédateur. Le brochet. Brochet mange des black bass. Ouais. Le brochet mange des black bass. Le sand peut manger des black bass. Enfin, tous les carnassiers peuvent se nourrir d'autres carnassiers à un certain moment de l'évolution de la taille. Hein. Moi, je vais vous en donner un également. C'est le pêcheur, certes, mais il n'y a pas que le pêcheur. Il y a des milliers de cormorans qui migrent dans nos terres intérieures et qui ne se... Enfin, c'est pas uniquement sur le bass, mais il en fait partie parce que comme il est statique, très souvent, les autres, ils boulent dedans. Et voilà. Nous, on a des milliers de cormorans au centre France et c'est impressionnant, quoi. C'est un problème récurrent sur toutes les espèces, hein. De toute façon. C'est aussi lié à la surpêche en mer qui, à un moment... a fait migrer les poissons, les oiseaux dans les terres. Hein. Le frigo se vide en mer, donc c'est ça. Dans tous les leurres que Ultimate propose, quels sont pour toi les meilleurs leurres à basse? Ou ceux que tu utilises le plus? Pour tous. Hein. Deux. Alors, allez, deux. Ça va être compliqué, mais je vais juste parler à ce moment-là choisir deux. Tes coups de cœur. Les deux coups de cœur de la fin d'année 2019. Il y en a un que j'ai ramené ici, c'est le UO Swimmer. C'est un swimming jig. Donc c'est en gros, hop, je le sors. Tiens. Hop. Un jig. Donc c'est un jig, mais qui est beaucoup plus profilé le rubber jig qu'on mentionnait tout à l'heure pour pêcher dans les obstacles. Bouge pas vite parce qu'actuellement il y a une caméra qui te fixe. Mais du coup, ça c'est plus fait pour pêcher sur un plan horizontal en lancer-ramener. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on va prendre par le début parce qu'on pense que tout le monde connaît, mais voilà. Donc c'est une tête plombée, d'accord, en forme de poisson, sur laquelle donc on met un hameçon très conséquent avec une brosse ici pour le protéger et une jupe en silicone. Celui-là, en plus, il a une petite palette en dessous pour ajouter un effet brillant et pour que le poisson puisse vraiment avoir un point d'appui, un point de fixation lors de l'attaque. Donc sur un swimming jig, on va placer un trailer, donc un leurre souple, qu'on va venir... voilà, j'en ai un de sorti. On va venir l'enfiler. Oh, parfait. On va venir l'enfiler sur l'hameçon. Là, du coup, on rentre dans la technique, hein, voilà. Dans un leurre technique. On l'enfile sur l'hameçon. Là, dans l'idéal, je recouperai la brosse de 3-4 mm pour que le leurre ait plus de débattement. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec ça, de pouvoir passer dans les herbiers, dans les obstacles, lorsque un spinnerbait ou un chatterbait aura un petit peu plus de mal à y passer parce que les herbes seront trop épaisses ou parce qu'il n'y aura pas de vent. Là, on a une présentation qui est beaucoup plus finesse, entre guillemets. On a une vibration plus fine. Donc, dès lors qu'il y a une absence de vent et que les poissons sont un petit peu moins agressifs, on va utiliser ce genre de leurre. Et c'est fabuleux parce que c'est très pédagogique. En réalité, n'importe qui peut l'utiliser. On lance, on ramène. Des fois, on donne, en fonction de la journée, du comportement des poissons, on peut en plus animer un petit peu avec la canne pour envoyer plus de vibrations et faire évoluer dans la colonne d'eau. Et ce leurre-là, le UO Swimmer de Megabass, il est décliné en 5 grammes, 7 grammes, 14 grammes, 17 grammes et 21 grammes. Donc il y en a pour tous les goûts et pour toutes les hauteurs d'eau. Alors, on va conclure bientôt parce que ça fait bientôt 30 minutes que nous discutons. Mais c'était dur d'arriver surtout jusque-là. Pour te couper la parole, c'est pas simple. Hein. Je suis désolé, tu me poses une question. Vous êtes des experts. Et puis parmi entre vous deux, il y a une chose importante que les internautes se posent souvent comme question quand on a des experts. Quel est, brièvement, votre meilleur souvenir
sur une pêche de black, toi en clientèle ou seul, toi aux États-Unis certainement, un souvenir qui vous a marqué plus que d'autres sur une pêche black bass? Non, non, pêche black bass. Là, on est sur le bass. Un souvenir. Romain, JC, allez, pour conclure. Je dirais, vu qu'on a parlé tout à l'heure des leurres de surface, c'était une belle petite pêche en journée avec beaucoup de petits poissons, donc une pêche ludique. C'était assez sympa et le soir, tout a déclenché sur une pêche de surface où en fait il y avait énormément de petits arbres morts avec des V comme ça. Et il suffisait de viser entre un V et dessous il y avait un gros poisson dessous. C'était incroyable, mais c'était assez intéressant et c'était en plus avec un très bon pote, donc ça compte aussi. On se tape dans les mains et on crie voilà. super, c'était super. Vraiment un bon moment entre potes, c'était vraiment sympa. J'imagine l'après-pêche. Et moi, alors j'en donnais un en France, c'était il y a maintenant, je pense qu'il y a plus de 10 ans, avec mon ami Tanguy Marlin, on avait pêché dans un, un étang privé. Et on avait attrapé une centaine de poissons. Enfin, c'était une journée mais incroyable, en surface et tout. Enfin, c'était fabuleux. Et sinon, aux États-Unis, c'est la capture de mon plus gros poisson avec mon pote Doug là, en Louisiane, donc dans un énorme marais qui fait 7 fois et demi la taille de la Cano, juste pour donner une idée. Un poisson d'exception que j'avais vu et que j'ai réussi à capturer. Enfin, c'était incroyable. J'ai connu le 7-Up et il faisait combien celui-ci? Celui-là, il faisait 10 livres 8, donc 5 kilos. Waouh! Ouais, c'était extra. 5 kilos, point basse. Vous voyez, on a un coussin, mais c'est ça, oui, c'est ce que j'allais mettre à peu près, quoi. Ouais, c'est voilà. À peu près ça, un peu plus long que ça. Voilà. Donc, voilà, c'est fabuleux. Et tu l'avais fait au souple ou au dur? Là, je l'avais fait en Texas Rig, donc au souple, ouais. Ok, donc c'est super. Les gens sont ravis. Il y a énormément de monde de connecté. Donc il y a eu quelques questions que j'ai zappées ou quelques affirmations de pêcheurs français que j'ai zappées parce que vous êtes nos experts. M'en veuillez pas, hein, parce qu'il y en a un qui met pêcher fin. C'est sûr, il y aura toujours plus de touches et que le gros bas de ligne, selon si c'est clair ou si c'est teinté. Pêcher fin, on n'aura pas forcément plus de touches. Ça dépend des conditions. Ouais. J'ai zappé la question parce qu'on va épiloguer trop longtemps sur ce sujet-là. Mais sachez que je vous remercie d'être venus tous les deux ici. On vous retrouve toi sur Megabass. Et toi, tu es en visiteur sur le salon Sur le stand pêcheur.com. Pêcheur.com, tout simplement. L'expert bass, pêcheur.com. Megabass, Ultimate Fishing est dans la place avec JC. Merci Steph. Nous, on se retrouve pour un prochain tuto sur quoi? Ce sera sur la perche avec Fred Briou. Non. Bah oui, forcément. Mais... Et Fred Julien. Il y aura deux Fred. Bah oui, Perche Pro. Exact. Merci les gars. Merci à toi, merci à tout le monde. Sachez que les plateaux vont s'enchaîner les uns derrière les autres. À 14h, nous aurons Cyril Choquet ici sur cette banquette avec lequel nous échangerons sur ces périples. A tout de suite pour un nouveau direct. À ciao les gars.